You can dismiss both, or and then go back to minimize the window again. yeah. And then the PowerPoint. And we'll stop. And we'll start again this one from the start. Look good at your end. Bonjour à toutes et à tous. Hello. Welcome to our third day of the Literature and Computation Week at UC Leuven. Today we have two Canadian talks, one bilingual in French and the second one in French. I am honored to welcome for the second time this school year Professor Michael Sinatra of the Université de Montréal. Michael E. Sinatra is professor in the Department of World Literature and Languages at the University of Montreal and the founder of the Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Humanités Numériques, CRIN. He has been working in the digital humanities for more than 25 years, having founded an open access online journal in 1996, Romanticism on the Net, and having been the French president of the Canadian Society for Digital Humanities, Société Canadienne des Humanités Numériques, for 6 years, and one of the founders of Humanistica, the Francophone Association for Digital Humanities. Well, if you guys were here Monday, I said, well, you're looking at and you'll be listening to Ray Simmons, Mr. D.H. Incarnate. Now you'll be looking at, and you are already looking at him, you'll be listening to Monsieur Humanité Numérique en personne. Without further ado, Michael Sinatra. Thank you, Chris. Bonjour à tous. Alors en fait, je me vois pas bien, je me vois pas du tout là, donc je sais pas, mais on va je suis devant, c'est bon, ok, tout va bien. D'abord, merci à Monsieur le doyen pour son accueil ce midi, et Isabelle et Chris pour le séminaire. Comme Chris l'a indiqué, il m'avait demandé de faire quelque chose en bilingue, donc la première 10 minutes à peu près sera en anglais, puis après je basculerai en français. So, digital humanities have grown steadily over the past 20 years, and in the current context, members of the center that I founded, the CRIN, the Centre de Recherche Interuniversitaire sur l'Humanité Numérique, and you can see here my fellow co-founders, Marcello Vitali Rosati, Université de Montréal, philosophe, Jason Camlott, Université Concordia, et Stéphane Sinclair, Université McGill, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, et avec qui j'avais donc started that center. And we really wanted to think about digital humanities as a field of research rather than a discipline in order to develop a transversal and transdisciplinary approach. In our sense, we were really interested in thinking about how the center could propose DH as an object of study, a reflection, if you will, on digital culture and the written production articulated with the practice of design and development of digital tools for scientific research. In that sense, CRIN distinguishes itself from other Canadian centers by the ongoing debate amongst our members between reflective approaches on the role of the digital component of digital humanities, but also the idea of development of specific tools. It is this unique dimension of the center that underpins really, in some ways, the originality and singularity of, within the Canadian and international context. So in that sense, while it must be noted that the digital dimension is now present and seemed to be inseparable for all research processes, it is still important not to confuse the use of digital tools and environment, which is a commonplace, with an undertaking that truly thematize these uses by considering them as object of research. And thus, the center chose in its orientation for its research activities, as well as the inclusion of French-speaking environment, the basis of the very specific role of CRIN. The center has an ambition to produce a critical reflection on the forms of production, circulation, and validation of knowledge in the digital age, in the field of digital humanities and social sciences. Our research is driven by the following consideration. Knowledge can only be apprehended by taking fully into account the material form of its inscription. And therefore, our researchers understand digital humanity as an approach that allows us to question knowledge technologies both from a practical point of view,
which include the development and analysis of tools, but also from a theoretical one, which includes here a reflection on the epistemological issues of changes in the material form and inscription. As digital environment determine the space of our access to knowledge, there is now an urgent need to examine epistemological issues anew. What are the modes of knowledge in the digital age? How do digital platforms and environment shape our thinking and knowledge? How can a multiplicity of epistemic models be preserved in the future? And how can we remain actors collectively and institutionally in the production of knowledge when large and well-known Silicon Valley companies increasingly impose their monopoly on our digital research environments? For the researchers associated in the center, the design and development of tools allows us to question these epistemological paradigms that underline our research. Rather than developing them or using them only to verify prior hypotheses, our approach gives a central place to the fact that research questions, definition, and interpretations of our objects of studies are profoundly linked to the technologies with which we are concretely apprehending them. It is therefore not a question of separating the practical approach, that is to say, tool design, prototyping, development, from the theoretical approach, creation of paradigm, identification of disciplinary issues, but rather to think about them in their unity. In this sense, our approach implies considering digital humanities as a way to question what becomes of humans and their knowledge in the digital age. Thus, the development of tools remains always associated with experimentation on the one hand and uses in order to maintain a critical vision of these very tools. This implies a reflection on the development of a general theory of what becomes of the humanities in a changing relationship to the media of production and circulation of knowledge. Oh, suddenly I feel like I don't need to raise my voice as much. I was fighting against the explosion of digital fact, more generally, leads some authors to assert that rather than digital humanities, if we want to think of Milad Douei's, sort of statement, we should think of digital humanism, because the digital can no longer be considered simply as a set of tools, but it is a culture in its own right that changes our relationship to the world and ultimately our way of being human. The concept of posthumanism, a complex and ambiguous label because it assimilates profoundly different and often even contradictory approaches, is therefore not an invitation to go beyond the human and move towards an increased humanities, but to question the very category of human and its relationship with the non-human. And this approach is all the more important at a time when technologies for the production and circulation of knowledge are increasingly placed, as I've mentioned, in the hand of a handful of commercial companies whose philosophy is more oriented toward problem solving. That is to say, platforms that come as a response to problems that have already been posed and identified. But this implies that the definition of social and political needs is the business of a few companies, forgetting at the same time the democratic dimension that should structure the identification of these issues. Some of the works undertaken by researchers in our center aims to raise the question of the future of knowledge based on this critical observation. We need to examine the relationship between theoretical questions, current methodologies, and digital environment that not only equipped this research, but also reconfigures the objective methodologies and results of meaning at large. Thus, we work within a feedback loop between the development of tools on the one hand, and also epistemological reflection on the question and needs of these tools that need to be addressed by promoting the multiplicity of approaches to knowledge that cannot and must not be reduced simply to a monolithic unit. And in that sense, the plurality of epistemological models is very important for us as a community where the primary language, French, does not correspond to the dominant language of these tools, English, in an international research context.
the major societies that are the protagonists of the circulation of knowledge are almost all English-speaking, and it is undeniable that technological developments of new tools and platforms are fundamentally designed and developed in the English-speaking world. A critical approach, thus as the one adopted by the Center, allows us to identify the particularity of Francophone approaches on at least two levels. Firstly, because Francophone methodologies and theoretical approaches are characterized by a specificity due to a cultural tradition and a research culture that has been formed around a particular linguistic community. And secondly, because technically, the French language poses challenges that are particular to it and fundamental in the preservation of text inscription. For instance, as an example, the encoding of diacritics and all the challenges that it poses at the level of indexing, research, and preservation. And these considerations demonstrate that in order not to remain abstract, reflection on the status of knowledge must consider the materiality of the form of inscription, and it must therefore be the basis of a practical case studies, digital tools, and digital project. And these case studies formed by the various projects of our 70+ researchers who themselves develop and design tool and prototype in a kind of circular way so that we can make sense of what we are critically considered through the eyes of other researchers who are not themselves necessarily part of the design, who can think, analyze, and thus allow for the development of the process. Donc, depuis son lancement, le CRIN organise et soutient une série d'activités et offre un espace de réflexion autour de deux problématiques. La première, au niveau pratique, était et continue d'être de dresser un état des lieux des expériences existantes en les inventoriant, les points forts et les points faibles des outils et des plateformes, expérimenter l'utilisation d'outils de fouille de visualisation et intégrer ces outils dans les projets en cours et aussi en développement. Et en parallèle, au niveau théorique, de cerner l'impact du numérique sur le processus de production et de circulation du savoir, de définir de nouveaux modèles de lecture et d'écriture pour les sciences humaines et de déployer de nouveaux dispositifs de validation de contenu et de nourrir de nouveaux rapports entre chercheurs, communautés scientifiques et société. La programmation scientifique du Centre réunit donc autour de la question fondamentale de la transformation des sciences humaines par les humanités numériques des chercheurs venant de plus de 7 disciplines, proposant des approches disciplinaires et méthodologiques et épistémologiques fort différentes. Notre rapport au savoir s'inscrit donc désormais dans une dynamique circulaire associant étroitement production, circulation et validation des connaissances. Et nous développons toutes les activités du Centre autour de 4 axes de recherche. Le premier, écriture numérique et éditorialisation, sous la responsabilité de ma collègue Martha Boni, en études cinématographiques de l'Université de Montréal, et Carolina Ferrer, en études hispaniques à l'Université UQAM. Dans cet axe, nous nous intéressons particulièrement à la manière dont le numérique se présente comme un nouvel environnement qui reconfigure la production de la recherche et plus généralement du savoir, avec les nouvelles possibilités d'exploitation des contenus et il est désormais possible d'articuler la formulation d'hypothèses avec l'enregistrement des actes d'interprétation de celles-ci. Ainsi, la recherche, le classement, l'analyse et la visualisation deviennent autant d'occasions d'écriture-lecture. Cet axe de recherche permet donc de comprendre les modes concrets de production de l'écriture numérique, des outils, mais aussi des algorithmes, des plateformes, comme la longueur spécifique associée d'un réseau social, ou des formats comme le XML, ou des protocoles comme les protocoles Internet, TCP/IP. Et à l'idée de cet axe, à l'intérieur de cet axe, nous avons développé 2 thèmes, édition numérique d'un côté et outils d'écriture de l'autre. Le premier thème accueille plusieurs projets d'édition numérique et l'autre des projets s'interrogeant spécifiquement sur les changements de l'écriture à l'époque du numérique. Le deuxième axe du centre, passage au numérique et reconstitution sous la direction de Christine Bernier, qui est en muséologie numérique à l'Université de Montréal, et Jason Kamlot, qui est spécialiste du son et de la littérature anglaise du 19e à Concordia. Dans cet axe, les chercheurs réfléchissent et explorent la multiplication des sources et l'intégration de contenus non savants dans les pratiques de recherche, et la manière dont la signification du numérique dans les projets d'art contemporain et d'art historique
et aussi dans la pratique des diffuseurs. On pense ici à la manière dont les musées ont intégré le numérique au cours des dernières années, avec un premier thème autour de la diffusion des arts visuels et humanité numérique, sur les relations croisées entre les arts visuels, la muséologie et la patrimonialisation. Nous pensons donc ici à réfléchir comment le numérique joue un rôle fondamental, non seulement dans la création des œuvres d'art, mais bien sûr dans leur recontextualisation et la pérennisation qui se sont opérées dans les musées. Ici, il est donc important de voir que nous ne parlons pas d'art visuel numérique, mais de numérique dans les arts visuels. Et en prenant appui sur les notions d'étérialisation et de médiation et de remédiation, nous cherchons mieux à comprendre comment le numérique peut infléchir la définition du statut institutionnel des objets patrimoniaux, en complément d'un deuxième thème, recontextualisation sonore et visuelle, qui lui s'intéresse à l'impact du numérique dans le processus de circulation d'une œuvre littéraire ou en art visuel, et démontre l'importance ici de la recontextualisation dans l'infléchissement de la définition du statut individuel des objets. La recherche en études littéraires, en particulier sur le son, repose sur une approche collaborative et interdisciplinaire des connaissances historiques, matérielles et formelles de ces matériaux dans un contexte de patrimoine culturel, avec la mise en place de processus de numérisation et de nouveaux outils de recherche. Le troisième axe, légitimation des contenus, sous la responsabilité de Maude Bonenfant, qui a une chaire de recherche du Canada sur les jeux vidéo à l'UQAM, et Emmanuel Château-Dutier à l'Université de Montréal, qui s'occupe de muséologie numérique. Ici, c'est vraiment réfléchir à la manière dont les dispositifs qui produisent la légitimité dans les environnements numériques. Nous étudions donc les formes d'autorité qui structurent l'espace numérique. Les instances traditionnelles de validation et de légitimation des contenus sont en effet remis en question par la multiplication des plateformes de diffusion et par le changement des supports et de chaînes de production. Le modèle de papier avait longtemps stabilisé ces formes de validation, surtout dans le monde du savoir scientifique, mais ces modèles, bien que loin d'être obsolètes, il devient urgent de comprendre comment ils peuvent être adaptés à des environnements autres, avec des temps de publication différents et une accessibilité et une visibilité spécifiques, surtout dans le cadre d'une multiplication du nombre de contenus qui rend difficile pour le grand public, et souvent même pour les chercheurs, l'orientation dans une masse de plus en plus considérable de documents. Nous pensons donc, à travers un premier thème qui s'appelle « Modèle dynamique de publication », d'explorer les nouveaux modèles et pratiques de dissémination et d'étérialisation qui ont été transformés de manière radicale par le web sémantique et les autres bouleversements de communication tels que l'Internet des objets ou la réalité augmentée. Et donc l'axe réfléchit aussi à l'impact de ce qu'on appelle donc les big data, les données massives, sur l'exploitation et la compréhension des contenus qui sont maintenant un mélange de texte, son et images. Et nous le faisons à travers un deuxième thème dans cet axe qui s'appelle plus spécifiquement « Données massives, analyse et nouvelles formes de visualisation », où des chercheurs, principalement en communication et sciences de l'information, mettent en avant le développement d'une méthode de recherche transdisciplinaire entre les sciences sociales appliquées à l'analyse des communautés de joueurs, par exemple, mais aussi les sciences de données massives et les applications de techniques de fouille de texte et d'intelligence artificielle pour les nouvelles formes de visualisation de données. Enfin, notre quatrième et dernier axe, qui lui s'intéresse au multilinguisme et traduction sous la direction de Cécilie Rayner, qui est professeure d'études hispaniques à McGill, et Marie-France Guénec, qui est spécialiste de traduction à l'Université Laval à Québec. Cet axe, lui, sert de point de départ pour des réflexions théoriques et pratiques sur les langues utilisées dans les humanités numériques. Nous proposons ici d'explorer ces enjeux par le biais de deux thèmes transversaux, précisément ceux du multilinguisme et de la traduction. Plutôt que de se faire concurrence, les thèmes s'entrecroisent et se complètent, car aux intersections entre les langues, la traduction tend à la parole, à l'autre, et offre un répit face à l'inconnu. Et dans un contexte de migration, d'échange et de partage de connaissances, le multilinguisme et la traduction peuvent donc insuffler une nouvelle dynamique collaborative aux humanités numériques. Les outils, les publications et événements spécifiques sont souvent rendus, comme j'ai déjà indiqué, en anglais. Or, dans un contexte de la tendance voulant la décolonisation des humanités numériques, il est aussi important de noter la transgression à la fois scientifique et culturelle, de laisser évoluer le domaine majoritairement dans la lingua franca de notre époque. Il faut donc que les humanités, nous pensons, se réclament d'une nouvelle manière d'interroger les textes, la littérature et la culture, avec un mandat plus vaste, un champ des humanités numériques qui pourrait décloisonner une langue en particulier.
Il est donc aussi important de considérer qu'il est à la fois irresponsable, voire irrespectueux, d'imposer une langue de partage pour toutes les connaissances scientifiques dans un domaine interdisciplinaire qui a le potentiel, au contraire, de faire exploser les frontières en relançant des débats sur les outils et les méthodes d'analyse, ainsi que les questions de corpus de recherche. Si le concept de multilinguisme sert donc de pierre d'assise à la réflexion théorique sur les langues choisies pour partager les connaissances des humanités numériques, il faut aussi penser comment la traduction complète le processus de questionnement en se voulant un volet davantage pratique. Et à ce titre, cet axe au sein du centre se positionne comme des agents de traduction qui veillent à la réalisation de projets multilingues, donc principalement à l'heure actuelle en études chinoises, espagnoles, anglais et français, mais nous avons des nouveaux projets en littérature grecque qui commencent à réfléchir aussi à ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire une réflexion sur le partage entre les langues comme un outil de réflexion et de publication, car les projets sont en soi très complexes. Traduire les humanités numériques, c'est donc faire appel à des connaissances techniques, mais aussi culturelles et linguistiques diversifiées. Et donc les outils technologiques eux-mêmes seront à la base pour des nouvelles applications de linguistique et de terminologie qui permettraient d'ancrer des échanges entre les chercheurs et les praticiens. D'un point de vue donc méthodologique, nos 4 thèmes de recherche que je vous ai présentés aujourd'hui interagissent systématiquement pour éviter une dispersion méthodologique et conceptuelle. La recherche dans chaque thème, qui sera toujours enrichie par la contribution des étudiants, principalement au niveau du master et doctorat et post-doctorat, permettra de développer une nouvelle écologie de la recherche numérique pour les sciences humaines sociales, incluant un corpus bibliographique, un répertoire de stratégies méthodologiques et la conception d'outils visualisés, d'outils spécialisés pour la visualisation, l'édition et l'archivage à long terme de nos travaux. Les bénéfices de la synergie de ces 3 thèmes est donc complémentaire puisque plusieurs de nos membres travaillent dans 2 de ces axes avec un dialogue et une évolution de leurs projets de recherche en fonction de leurs travaux et de l'implication dans des nouveaux projets de collaboration. Ceci était donc un bref aperçu du centre et je vous invite à visiter notre page web, c'est la dernière page actuelle, où vous aurez plus de détails. Toutes nos conférences sont enregistrées, la liste des 70 chercheurs impliqués venant de 9 institutions québécoises, ainsi que les formations, les événements. L'ayant mentionné tout à l'heure, je mentionne Humanistica 2022 où le centre de recherche est très heureux d'accueillir la conférence francophone des humanités numériques pour sa 3e édition à Montréal, mais qui sera une conférence hybride ouverte à tous. Donc vous pouvez vous inscrire et suivre à distance toutes les conférences qui sont prévues de ce côté-là. Merci. Thank you so much, Professor Sinatra. Questions, comments? En anglais ou en français? J'ai une question qui est un peu transversale, mais c'est quoi le concept de gouvernance dans ce centre? Est-ce que vous avez des gens qui sont dans différentes universités, etc. Comment est-ce que vous arrivez à faire vivre? Alors, donc, comme vous l'avez remarqué, quand je décrivais les 4 axes, évidemment, nous avons choisi d'avoir des gens qui représentent les différentes institutions et les disciplines. Donc, ces 8 collègues siègent sur le comité scientifique du centre, avec moi comme directeur du centre et Marcello Vitale-Ressotti qui est le directeur adjoint. Et nous avons un comité exécutif qui a le directeur et le directeur adjoint, un représentant du comité scientifique, c'est Jason Camlott qui y siège, et une représentante, Juliette Demayer de communication, qui est représentante des membres. Donc il y a des élections qui sont faites chaque année donc, dans l'ensemble des membres réguliers. Il y a une 50aine de membres réguliers. Il y a donc un délégué ou une déléguée qui vient siéger sur le comité exécutif et les directeurs responsables de chaque axe. Le centre a été créé en 2013. Je ne sais pas si tu me vois moi ou derrière le fond, c'est bon, c'est toujours OK. Parce que ça, on ne devrait pas voir toutes les bêtises des. On devrait peut-être faire ça plutôt. Et après, on voit les fonds derrière. Donc, le centre a été créé en 2013. On avait 2 axes de recherche au début. On en a créé un 3e en 2019. Et le 4e axe, multilinguisme et traduction, vient d'arriver l'an dernier. Et donc, c'est en fait une réflexion de la part des membres réguliers qui disent comment est-ce que ces axes pourraient refléter les travaux en cours des chercheurs. Nous avons aussi de nouveaux chercheurs qui se joignent à nous. C'est pour le voir dans Teams, en fait, pas vraiment pour
C'est gentil pour voir nos têtes, just to try to see your face and mine, but never mind. Et pour réfléchir un petit peu à ça. Donc, c'est vraiment été, là, on a une nouvelle collègue qui vient de se joindre de nous en histoire de l'art à l'UQAM, littéralement la semaine dernière, qui travaille en égyptologie et en visualisation de corpus d'images. Qui rentre là, et un nouveau collègue en sciences de l'information qui, lui, fait de la visualisation de données qui vient s'ajouter. Donc, on essaie vraiment d'être aussi réactif à ça. Donc, on a une structure formelle, mais qui permet aux chercheurs réguliers de réfléchir. Le Québec permet et encourage, en fait, même, d'avoir plusieurs institutions. Donc, c'est aussi pour ça que le centre s'appelle le centre interuniversitaire, bien qu'il soit basé, on va dire, à 50% à l'Université de Montréal, si on regarde les chercheurs impliqués. Mais vraiment avoir une volonté d'impliquer d'autres universités au Québec. C'est un peu un mandat du Fonds québécois de la société culture d'avoir plusieurs institutions. On est à la fois une petite province, donc c'est aussi bien d'avoir pas une multiplication de centres quand les thématiques se reprochent. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on l'a conçu. Okay. I also have a question. I really liked, the whole reflection that you had about how to maintain a multiplicity of epistemologies and kind of challenge, the hegemony of a few corporate companies, imposing kind of the environments that we're working in and what kind of material we can investigate and so on. So I was just wondering if you have any more concrete examples of, the ways in which the center, like with specific initiatives maybe that go into that direction, that try to maybe create new tools or kind of bypass, these big corporations, or, expand the material that you can work on and so on. Thanks for the question. So we have experiments. So one of them, probably the most successful, was developed by my colleague, Marcello Vitali Rossadi, and it's called Stilo. And it's a new tool, an open source tool to try to write scientific papers outside of Word or any proprietary system, to bring back the idea of the essence of scientific papers, the idea moving away from the tools and the impact that working within Word, you kind of are structured thoughts preconceived by the tools available. So Stilo was really both an experiment in thinking how do we move away from proprietary tools, while yet having something that say, could we tag semantically your own article? So could you provide a lightweight, sort of TI-oriented encoding of having these kind of metadata? So the tool is presented, and now it's actually been so, quote unquote, successful that Humanum in France has agreed to continue the development of the tool and integrate it within their platform. So if you go to stilo.humanum.fr, you can see the tool there. And it's really basically, loosely speaking, it's marked down, but with options to integrate your Zotero bibliography, to have, sort of a series of links, but also to encourage authors to just, pre-tag their own essay so that the tool is within a project with scientific journals, so that you don't get just a paper with an abstract. You get the article already tagged by the author, who obviously knows better, to try to go at the semantic level of what is the article trying to do. So that's one example. The other example was Voyant, that Stéphane Sinclair developed at McGill a long time ago. And when we created the center, Stéphane was always experimenting with researchers to say, you're interested in travel literature in the 19th century. Right now, Voyant does a static representation of your corpus. Wait, what if we were to start having a GIS built in, your, sort of tool? And that's something that he started developing with colleagues at McGill, who were Renaissance scholars and wanted to be able to literally plot how authors and novels were reflecting. And so he started, sort of developing ways to physically represent on a map, what Voyant would normally do with a just, standard linguistic corpora. And that was based on an exchange between the tools already developed, and Voyant is itself obviously an open source, code. So that's one of the things that we are trying to do more and more, is some people who already have tools meet researchers that have specific questions or want to, tinker. Mm-hmm. And so the center allows for that bridge. And sometimes to really say, you work in, like Emmanuel Chateau-Dutier worked in 17th century architecture. He's got a big ANR project with Coding in France. And they scan and, and digitize books that are, 2D maps. Mm.
how do we then work with colleagues who work more in the kind of 3D modelization to use their tool to try to recreate an enhanced, enriched edition of the paper version that will not just be an electronic version of the text, but could literally have a 3D modelization added to that by using tools that are developed by my colleague Christine Tanton, who's a specialist in kind of, well, she really works in medieval cathedrals and 3D modelizations. And you sort of meet with her. So that's one of the things that the center really tries to do. And that's why these research axes are also meant to be very porous in the way that people will be more thinking on one level about, I use the tool and how does this, change? I'm sort of thinking about adding a visualization component to something that I don't, usually do. Can you work with me in that sense? So in Quebec, the Fonds Québécois is really very much oriented to what they call a structuring effect. So it's not the center doesn't fund research project. It funds, students to be involved in research project, and it funds meeting between researchers to have these exchanges. So we have external speakers. That's what I meant by, if you look at the, so I'll put this one back up since we are in the full, you can't see my face anyway, not that, you need to, but from the current slide. So, not really slow. So under that kind of, projet and activity, you will see like video recordings. We've been doing that since 2013, recording all the guests that we have, and we have members, presenting their own works. Next week, we have a 2-day conference where 12 researchers will present, people from doing tweet analysis in video game to having a kind of, Marie-France will be talking about translations. We'll have researchers talking about really a range, and I encourage you, that's a colloque CRIN at ACFAS. This is not a live slide, so I can click on it, but if you go to that, you will see like that we've got somebody in history who works on transcriptions, automatic transcriptions of manuscript, handwritten manuscript from Nouvelle France. So all the kind of 16th century Quebec-based archive that are like, beautifully written, but very hard to read by the computer. So a whole series. So Dominique Delandre has a project, for 3 years in that kind of thing. But she is also very interested in somewhere we heard Tan on Monday, transcription algorithms, where whether it's like, your handwriting, my handwriting, or 16th century, probably mine is worse than, the beautiful 16th century handwriting. But that would be something like that. So that's one of the things that we do. Is these activities are really oriented towards sort of intellectual exchange. And so, and in that sense, sometimes, it's a kind of that great circular motions of what to do use, what can we tinker with it? Can we adapt it for a different disciplines approach, or doing some of that? Sorry, I feel like it's a long-winded, and I'm also like showcasing all my colleagues, but there's quite a few of them, so I'm sure like anybody who's like listening later, I apologize for getting, but I do encourage you to. They will be, so it won't be live on Monday because within the context of ACFAS, you have to be registered for that conference, but it will be recorded, so all the talks will be available on the website a few weeks later. But Humanistica is free to register, so do come. Okay, so. Awesome, thank you so much. I was also wondering if anyone who's joining online has a question, like feel free to unmute yourself and ask your question in French, in English, on the chat as well, if you prefer to do that. Loïc, est-ce que tu as une question? Ah, ok. Non, c'est moi ça. Je suis sorti. Je passe là. Parce que là, comme ça, on va en profiter. Voilà. Et donc, c'est juste. Et donc là, pour la semaine prochaine, vous allez voir, voilà, Caroline Laferret part. Donc là, elle ne mentionne pas, mais en pensant à toi, Isabelle, ou à vous, pardon, elle travaille sur le corpus sud-américain, donc littérature sud-américaine pour ça. Donc Marie-Alice Bell, qui est en traduction, une collègue on en parlait tout à l'heure, des collègues de traduction. Et donc c'est ça, c'est sur cette idée des ouvrages français, anglais en Angleterre. Donc vous avez dans notre collègue Marie-France qui va parler des techniques de formation. Donc c'est Philippe Langlais est informaticien, donc lui il travaille dans la question de NLP. Anthony Gliner
un peu comme on voit son titre, lui s'intéresse à l'histoire du livre. Olivier Charbonneau est un juriste de l'Université Concordia et Marjolaine Poirier est étudiante en histoire de l'art et donc sur la question justement des questions juridiques qui sont liées à ça. Donc on a vraiment, on a aussi d'ailleurs une étudiante belge, Mathilde, vient de recevoir la grosse bourse là. Donc il y aura les étudiants, on a chaque année des prix pour les étudiants qui sont impliqués dans les activités du centre. Jean-Guy Meunier, que j'avais mentionné plus tôt, donc lui travaille sur un gros projet d'analyse où là ils veulent avoir l'intelligence artificielle pour les analyses de corpus d'œuvres philosophiques qui ont été lues et interprétées par des humains. Si on la nourrit à la machine, quelle est l'interprétation de la machine? Donc de réfléchir, est-ce qu'on peut développer des méthodes d'analyse et d'interprétation machinique comparable avec, lui est un philosophe de longue carrière, il vient de prendre sa retraite, mais donc de réfléchir avec spécifiquement des corpus où là on peut voir des méthodes d'enrichissement de cette approche-là. Dominique Deslandres, donc c'est le projet que je viens de mentionner sur donner le goût de l'archive, c'est toute la partie de la Nouvelle-France. Donc Christine Tanton qui fait ses visualisations numériques. Maud, c'est donc les développements, évidemment, là, Maud est toujours très truc sur le métavers, et donc de penser comment est-ce que cet nouvel environnement facebookien va transformer non seulement notre vie de tous les jours, mais aussi mon université a une séance d'information dans quelques semaines sur comment sera l'enseignement dans le métavers. Donc il y a un peu côté proactif du est-ce qu'il faut qu'on s'y prépare. Mais en même temps, ceux qui sont un peu plus vieux que vous se rappellent quand on était dans... Voilà, c'est ça. Donc, c'est toutes ces précédentes plateformes où certaines universités avaient investi les choses, mais bon. Et donc, Karl, quand il parle de l'évolution, donc lui, c'est un gros travail en jeu vidéo sur l'idée dans les régions du monde, mais comment est-ce qu'on fait justement quand on a ce tableur des différents aspects pour réfléchir à des nouvelles formes de visualisation. Et donc là, on en a 12 là, on en aura d'autres à l'automne, et on a un autre colloque prévu pour les 10 ans du centre à l'automne 2023. Donc, on continue de faire ces croisements un petit peu par rapport à tout ça. Et sinon, c'est ça, à moins on attend qu'il y ait une question qui sorte là, mais donc vous avez sous l'onglet activité, littéralement toutes les conférences, je vais les mettre plutôt, toi t'es à l'envers, toutes les vidéos, un collègue de Columbia est venu il y a quelques semaines nous parler, justement lui, il parlait de visualisation 3D. Notre collègue René Sibert qui est à McGill, elle travaille sur les notions d'éthique, donc intelligence artificielle et éthique dans le développement. Pepe Cavallari, c'était sur la question de théâtre et de chronolocalisation. Donc, encore une fois, c'est un philosophe de formation sur la notion de temps modifiée par les outils et cette idée à la fois de collaborer en direct, donc notion de synchro et asynchrone. Notre collègue Jada Watson, qui a travaillé avec Chris à Ottawa pendant plusieurs années, elle s'intéresse à la représentation des femmes et des races dans la musique country. Et donc, l'aspect qui nous intéresse, et là où on se croise, c'est qu'elle a évidemment fait des études de visualisation de données. Donc, quel est le pourcentage de chansons jouées à la radio par des femmes de minorité, des questions de genre et tout ça. Et là, vous avez 9 ans de vidéos, ça continue sur beaucoup de pages, avec des conférences plein de thématiques pour ça. Super. Sinon, moi, j'ai encore une question, si personne d'autre a une question pressante. Vous avez mentionné le travail de Maud Bonenfant et Emmanuel Château-Luthier sur Big Data, et notamment sur des corpus, si j'ai bien compris, qui incluaient la vidéo, le son et le texte. Et donc faire des analyses multimodales, j'imagine, de ce genre de corpus. Donc, je me demandais si vu qu'on a l'occasion, vous ne pourriez pas développer un peu quel genre d'analyse ils font, donc des analyses multimodales sur des corpus avec plusieurs médias comme ça. Oui, alors là, à l'heure actuelle, alors du côté de Maud, c'est plus le mélange entre tous les chat rooms dans les jeux vidéo, donc tous les gens qui communiquent par texte, et d'intégrer les notions de voir comment les enregistrements sur Twitch, on va sans rentrer dans trop mais tous ceux qui suivent, donc les enregistrements de gens qui jouent à des jeux vidéo, comment est-ce qu'on peut réfléchir parce que là il y a des heures, j'ai un jeune de 20 ans sur mon canapé qui passe beaucoup de temps à regarder, quand il n'est pas sur la PS5, des fois il est même en même temps à regarder les choses sur Twitch pendant qu'il joue, et donc de voir comment est-ce que ces heures-là pourraient être justement analyser et utiliser certains outils. Du côté de l'histoire d'art avec Emmanuel, ça c'est des projets sur les grands corpus d'analyse d'images. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on prend des méthodes et le pont étant comment les développements d'algorithmes nous permettent de voir non seulement maintenant
maintenant, oui, il y a une femme et un enfant à l'arrière du tableau, mais il y a un pont au fond derrière où il y a une clé, et de voir, donc reprendre des tableaux qui ont déjà été analysés des fois pour voir ça, et parfois de voir les outils industriels propriétaires à la Google qui sont disponibles, et de voir ce qui peut être fait de ce côté-là. Donc c'est un petit peu ce croisement. On travaille aussi avec ça c'est Jason Camlott qui le fait aussi, sur les archives sonores. Donc lui, il a travaillé sur un projet qui s'appelle Spoken Web, où il travaille toujours d'ailleurs, parce que c'est un partenariat dans les gros projets que j'évoquais du Canada, sur 7 ans, avec beaucoup de bibliothèques, qui ont des archives sonores. Donc le fameux, on a des poètes qui sont venus et on a enregistré des fois sur des anciennes grosses bandes ou même des cassettes, des enregistrements de poésie. Et donc son projet était assez fascinant pour à la fois numériser ce corpus-là, mais ça veut dire un autre type de métadonnées. Puisque ça veut dire, est-ce qu'on met le fait qu'il y a du bazar derrière, il y a quelqu'un qui nettoie le bâtiment, donc identifier les bruits derrière l'enregistrement pour après pouvoir les rechercher. Donc comment est-ce qu'on fait non seulement une transcription du contenu de l'enregistrement en son, mais avoir un nouveau modèle. Donc en fait, Jason, il y a une vidéo où il parle de son projet sur le site, avec ses collègues bibliothécaires, de développer des nouveaux modèles de métadonnées dans les champs, dans une optique d'enrichir le catalogue de la bibliothèque, qui ne va pas juste dire enregistrement sonore, et ça s'arrête là. Donc, donc déjà de spécifier le type, si ça a été numérisé, ce qui est le cas, mais après de voir comment ils ont travaillé là-dessus. Et donc en fait, c'est un petit peu de faire ces ponts-là, justement, qu'on regarde, et à grande échelle, comment est-ce qu'on a, parce qu'on a beaucoup on a un peu une urgence, surtout, j'imagine que c'est la même en Europe qu'au Canada, de beaucoup d'enregistrements, que ce soit vidéo-cassette ou pas, du XXe siècle, qui, même dans des bonnes conditions, ne va pas être disponible pendant encore très longtemps. Donc il y a un mouvement de digitalisation assez important, mais après il y a cette question de, oui, c'est content, on a 2700 heures mais qu'est-ce qu'on fait? Et alors du côté français, évidemment, l'INA est un magnifique partenaire qu'on regarde avec les collègues, parce qu'eux, évidemment, ils travaillent sur un corpus audiovisuel avec justement tous ces outils-là. Donc c'est des échanges de bonne manière aussi qu'on regarde des fois. Donc on est aussi très orienté vers des partenariats internationaux pour voir comment ça s'intègre dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça qu'évidemment, en même temps, pour nous, surtout du côté sciences humaines, des fois, données massives, ça veut dire 1000 livres. Donc c'est pas Google en a 10 millions, mais déjà 1000 livres, ça va changer notre vie pour l'objet d'une thèse ou l'objet de trucs. Donc c'est aussi comprendre qu'il y a des questions d'échelle, mais c'est des questions de, encore une fois, qu'est-ce qui peut être semi-automatisé. Donc c'est ça. Dans le cadre avec Philippe Langlais et le collègue d'Érudit, alors Érudit c'est un peu comme Open Edition en France, c'est une grosse base au Québec de revues savantes, revues scientifiques. Et donc de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme enrichissement justement des résumés du plein texte du livre, dans une optique de, par exemple, moi je fais une édition critique sur un auteur du 19e, et le système me propose une série de notes de bas de page, en ayant déjà fait un premier tour en disant il y a un article qui a été publié qui parle de la Villa Diadotti en Italie où Byron a séjourné en 1816, où Frankenstein est fameusement l'été sans soleil de Mary Shelley et toute la bande, et donc de voir ça. Donc c'est de voir comment est-ce qu'on réfléchit à aller au-delà, justement, quelque chose qui n'aura pas été mentionné. Donc c'est cette idée. Et là, par contre, on parle de 80 revues. Donc peut-être, mettons, 50 000 articles, on ne parle pas de 10 millions d'articles. Mais sur ces 50 000-là, il y en a peut-être 3 qui seraient intéressants, mais qu'une recherche en plein texte ne nous permet pas forcément de trouver, et où évidemment c'est trop laborieux, donc de réfléchir à ça. Donc c'est pour ça que les collègues informaticiens aussi arrivent, eux, avec leurs analyses, surtout en NLP, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer un petit peu ça. Donc on a mentionné le collègue Patrick Drouin à l'Université de Montréal, qui n'est pas dans le centre, mais on travaille ensemble des fois sur certains projets avec Patrick. Mais Patrick travaille beaucoup aussi sur ces questions d'analyse linguistique. Donc on regarde comment on a des ponts, et dans certains projets, on travaille à plusieurs par rapport à ça. Super, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, si personne sur Teams ne se décide non plus, on peut prendre prendre une petite pause. Une petite pause de 5 minutes. Merci bien. Merci beaucoup, Merci. Michael. Thank you very much. That was great. The Q&A was brilliant, man. They loved it. Is it muted, Chris? Non, il faut muter, mais t'as fait disparaître la tête. Teams, juste là. Ouais. Yeah, but Vidéo.
pas dedans. Vous êtes toujours dedans parce que Que tu je nous vois vois. que vous êtes toujours là. Là, on mais, va couper le micro. C'est. Tu peux juste rappeler sur Join, je pense. Je pense que ça voilà. Ah, ok, voilà.